Bienvenue dans le débat de France 24. C'est à la fois la grandeur et la fragilité de la démocratie américaine. Mettre à nu les fractures et les failles enfouies parfois au plus haut sommet de l'État. C'est l'image donnée en tout cas aujourd'hui par la double audition publique, celle de Brett Kavanaugh, candidat poussé par Donald Trump à la Cour suprême, et de l'une des femmes qui l'accuse aujourd'hui d'agression sexuelle. 36 ans après les faits présumés, Christine Blasey Ford a témoigné sous serment devant la commission judiciaire du Sénat. Écoutez. Brett m'a attrapée et a essayé d'enlever mes vêtements. Il avait du mal car il était en état d'ébriété et parce que je portais un maillot de bain une pièce sous mes vêtements. Je croyais qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier au secours. Quand je l'ai fait, Brett a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. C'est ce qui m'a terrifiée le plus et qui a eu le plus d'impact sur ma vie. J'avais du mal à respirer et j'ai cru que Brett allait accidentellement me tuer. Après cela, Brett Kavanaugh peut-il encore devenir l'un des 9 magistrats à vie de la plus haute juridiction de la première puissance mondiale, en l'occurrence les États-Unis? Pour en débattre à mes côtés, Anne Désine, bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques. Aux États-Unis, Anne Kratz, vous êtes historienne. Bonjour. Également parmi nous, Gallagher Fenwick, qui dirige la chaîne anglophone de France 24. Vous avez été, Gallagher, notre correspondant à Washington, et nos téléspectateurs ont eu l'habitude de vous voir commenter la vie politique américaine. Et puis avec nous, en direct de Lyon, Stéphane Drahi, vous êtes avocat au barreau de Paris et New York et avocat également à la Cour suprême des États-Unis. Parlons franchement, Stéphane Drahi, ce témoignage de Christine Blasey Ford dans lequel elle livre, étouffée par les sanglots, le récit détaillé de la manière dont Brett Kavanaugh, alors âgé de 17 ans, et un ami à lui, Mark Judge, l'aurait poursuivi dans l'intention, dit-elle, de la violer. Ce témoignage est-il fatal pour Brett Kavanaugh ? C'est un témoignage qui est crucial, puisque, comme vous l'avez souligné, il s'agit de la nomination d'un magistrat à la Cour suprême des États-Unis, qui est la plus haute juridiction et qui peut être considérée comme un pouvoir et non pas une autorité judiciaire, et qui pourrait évidemment remettre en question la nomination de Brett Kavanaugh par le président des États-Unis, qui a un choix discrétionnaire concernant cette nomination, mais encore faut-il le rappeler, ce choix doit être approuvé postérieurement par le Sénat, qui a la possibilité préalablement d'effectuer cette audition et même d'empêcher cette nomination de Brett Kavanaugh. Anne Désine, vous avez été surprise par le ton de l'accusatrice et par le contenu finalement de son témoignage. C'est très émouvant. Si cette femme ne dit pas la vérité, il faut lui décerner tous les Oscars de toute la planète. Parce que, bien sûr, il y a des trous, elle les admet elle-même, mais les deux moments les plus poignants, c'est quand un des sénateurs lui demande quel serait le moment que vous rappelleriez, et elle dit, on sent, elle est au bord des larmes, des sanglots, il riait, un rire gras de jeune, l'un sur elle, les deux s'apprêtant à la violer, et elle dit, il riait à mes défauts et ce rire me hante. Et à la deuxième question, est-ce que vous êtes sûr, parce qu'évidemment les républicains essaient de dire, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre, etc. Elle n'a pas attendu une demi-seconde. À 100%, je suis sûre que c'était bien Brett Kavanaugh. Donc, en termes de crédibilité, qui était l'une des choses importantes pour cette audition, l'autre étant l'attitude des démocrates, et ils se sont assez bien conduits. Ils n'ont pas été trop ouvertement partisans, ils l'ont remercié, félicité, ils ont insisté sur le fait que le président et les républicains refusaient une enquête digne de ce nom, le FBI, de convoquer par un subpoena, par une citation à comparaître Mark Judge, par exemple. C'est pas mal, c'est vraiment difficile pour Kavanaugh de redresser la pente, d'autant plus qu'il est très vague jusqu'ici, il se contente de dire je n'ai rien fait de mal, et moi j'en viens à me demander s'il n'a pas commis un parjure, parce qu'il y a un tel décalage entre ce que dit cette femme, qui est, franchement, qui semble exact, et lui qui se contente de dire je n'ai jamais commis de telles horreurs, oui je buvais, je le regrette, mais je n'ai jamais... Oui, bon, donc en tout cas il va y avoir un délai, parce que le président, le leader républicain voulait vote de la commission demain et pendant le week-end, le vote du Sénat. Ça, à mon avis, c'est très mal parti parce qu'au moins les deux femmes républicaines, Susan Collins et Leah, vont dire « Attendez, on aimerait quand même peut-être entendre les autres. » Puisque elle a dit aussi qu'elle aimerait savoir à quel moment Mark Judge travaillait dans le supermarché, là aussi pour essayer de resserrer la date. Et donc un des sénateurs démocrates lui a dit « Bah oui, là, ça serait utile qu'il y ait une enquête du FBI. » Donc je pense en tout état de cause que
si McConnell fait voter demain... Mitch McConnell, le leader, le de leader la majorité républicain, républicaine. ils vont payer très très cher. Gallagher Fenwick, les républicains s'étonnent depuis le début de ces révélations de la concomitance de ce témoignage avec les auditions de confirmation de Brett Kavanaugh devant la Cour suprême. En gros, ils soupçonnent à cette accusatrice d'inventer cette histoire aujourd'hui pour lui nuire. Elle donne des éléments qui accréditent sa version, qui montrent qu'elle a parlé avant. Alors, il ne l'accuse pas forcément d'inventer cela, mais en tous les cas d'être instrumentalisé par des personnes qui veulent nuire à la candidature de Brett Kavanaugh, qui, il faut le rappeler, est un proche de George W. Bush, donc qui est un archi-conservateur, candidat proposé par Donald Trump, afin de l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême, alors que la Cour actuellement est dans une situation où on a clairement 4 conservateurs, une personne qui s'en va, qui, voilà, de temps en temps basculait d'un côté ou de l'autre, et de l'autre côté des personnes dites plutôt modérées. Donc effectivement, l'accusation qui est utilisée par des républicains, mais le président lui-même, c'est de dire mais attendez, ces faits se sont passés il y a près de 40 ans. Alors pourquoi est-ce qu'au moment où cette nomination est sur le point d'arriver, eh bien vous sortez, vous brisez votre silence pour mettre en péril cette candidature? C'est louche. C'est leur seul argument pour le moment, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut le rappeler, le président Donald Trump, qui depuis un petit peu rebroussé chemin, avait fait ce tweet en accusant cette personne finalement de mentir, en disant mais pourquoi est-ce que ses parents à l'époque, ses parents aimants, n'avait pas parlé ou porté plainte. Cette professeure de psychologie clinique à l'université de Palo Alto, âgée de 51 ans, elle aurait connu Kavanaugh lorsqu'elle était étudiante dans un lycée du Maryland, près de Washington. Anne Kratz, elle est a priori exemple de soupçons particuliers. En tout cas, aujourd'hui, elle a dissipé les doutes qui pouvaient planer sur elle, sur son caractère partisan. Absolument. Et en plus, elle jouit, par son titre, sa profession, elle jouit d'une... Comment pourrait-on dire ça ? Il y a une des sénateurs qui l'interviewait et qui lui rappelait que dans la loi américaine, quand on est membre d'une profession médicale, on jouit d'un statut de confiance plus profond que celui de n'importe quelle d'une personne lambda. Donc, si vous voulez, déjà dès le départ, elle devrait avoir un petit atout au sujet de sa crédibilité. Chaque personne qui a vu son témoignage ne pourra douter de sa crédibilité. Et moi, en tant que femme, parce que là, on est vraiment dans un domaine qui n'est pas tellement celui de l'analyse, mais le domaine de la psychanalyse, aucune femme qui a subi quelque chose comme ça ne l'oubliera jamais. On peut oublier les noms, mais on ne peut pas oublier l'événement lui-même. Ça, je pense que presque la majorité des femmes d'un certain âge pourrait dire ça. Dans la salle, il y avait des gens qui pleuraient, dans la salle d'audience. Mais même, c'est aussi je pense, l'avènement, peut-être le point d'orgue dans une certaine mesure de ce mouvement MeToo, qui donne la possibilité à des personnes qui ont été victimes, réelles ou présumées, de prendre la parole en toute confiance devant des parterres d'hommes, de femmes, et de dire « moi, j'ai subi ça », d'être entendu, parce qu'il y a MeToo, et puis il y a un contraste très très fort entre la manière dont... Il y a un précédent quand même pour ça. Voilà, Anita Hill, 19... On va justement en parler, on va l'évoquer. Mais on lui connaît un engagement politique quelconque à Christine Blasey Ford. C'est ça qui est fantastique. On ne peut pas l'accuser de faire pour des raisons partisanes. Et elle a bien expliqué que si elle s'est décidée à le faire, alors qu'elle est terrifiée, qu'elle savait que ça détruirait sa vie, c'est par devoir civique, et 2, parce que ça a tellement bouleversé sa vie qu'elle a estimé qu'elle ne pouvait pas laisser ce monsieur siéger à vie sur la juridiction suprême. Ça, ce sont les mots de la victime présumée, mais on peut effectivement penser qu'elle dit vrai. Il ne faut pas oublier qu'elle vient de Californie, qu'elle est prof à Stanford, de Palo Alto. C'est un État profondément démocrate, représenté par des démocrates qui siègent sur cette commission. Il y a de fortes chances. Elle s'est dite, elle n'a pas dit « je ne suis ni républicaine, ni démocrate ». Elle s'est présentée comme étant indépendante dans sa pensée. Elle n'a jamais été enregistrée, on dit registered Democrat ou Republican. Alors elle n'a pas dit I'm a registered independent. Elle n'a pas dit je me suis fait enregistrer comme indépendante. Elle aurait pu le dire. Il y a des républicains en Californie. Non, absolument. Mais il y a un peu de républicains. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. L'université de Stanford justement est plutôt un bastion du conservatisme à la californienne que le contraire. C'est pas Berkeley, c'est ce que vous dites. C'est pas Berkeley du tout. Et puis on peut dire qu'elle a fait psychologie parce qu'il y a quand même des études qui montrent que les personnes qui s'orientent dans leurs études vers psychologie, psychiatrie,
psychiatrie, etc., sont des personnes qui ont subi un énorme choc ou qui, pour des raisons biologiques, etc., ont un problème de ce type. Et ça, personne n'en a parlé, mais c'est quelque chose qui est... Et puis Nixon, Reagan, Schwarzenegger, la Californie a élu des gouverneurs républicains aussi dans le passé. Oui, bien sûr. Dans le déroulé de l'audition, Stéphane Drahi, les deux parties ont été interrogées, ou seront interrogées séparément, puisque pour l'heure, on en est encore à la partie qui concerne Christine Blasey Ford. Et côté républicain, eh bien, c'est Rachel Mitchell qui a été choisie. C'est un choix important, tactique de la part des républicains. Alors, il faut déjà rappeler que cette commission a été composée exclusivement d'hommes et ceci a été sollicité par le Parti républicain. Mais avant tout, en écoutant cette émission, je veux quand même, en tant qu'homme de loi, avant tout réaffirmer le principe de la présomption d'innocence. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un début de cette affaire qui aura peut-être un épilogue plus ou moins judiciaire dans plusieurs mois ou voire plusieurs années, mais il s'agit uniquement à ce jour de Christine Blasey Ford qui indique qu'elle aurait eu, il y a des dizaines d'années, une agression sexuelle par rapport à une personne donnée qui pourrait devenir un jour membre de la Cour suprême. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée et cette présomption d'innocence, que l'on soit puissant ou faible, elle doit évidemment être apportée et être confiée à n'importe qui. C'est pour cela que, quel que soit le témoignage d'aujourd'hui de Madame Ford, on peut évidemment sur le côté juridique, je ne parle pas sur le côté politique, mais considérer que M. Kavanaugh bénéficie de cette présomption d'innocence. Anne Désine souhaite vous répondre. Un précédent avec le juge Thomas. Anne Désine souhaite vous répondre et puis je vous laisserai poursuivre juste après, mais c'est intéressant. Anne Désine, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis juriste également et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les républicains entretiennent la confusion en prétendant que c'est une procédure pénale. Oui, en procédure pénale, il y a la présomption d'innocence et on n'est condamné que si on est coupable au-delà d'un doute raisonnable. Ici, le rôle du Sénat, c'est une audition, un fact-finding. Ils sont là pour trouver les éléments qui vont leur permettre de décider s'ils veulent mettre ce monsieur à vie à la Cour suprême. C'est entièrement différent. Et c'est intéressant que vous disiez ça. Ça veut dire que vous avez acheté la propagande des Républicains. Stéphane Drahi. Non, absolument pas. J'aimerais répondre à cet argument. Allez-y. Nous sommes en face d'une procédure qui pourrait devenir une procédure judiciaire, même si, évidemment, devant le Sénat, on doit vérifier la crédibilité et, évidemment, l'honorabilité du magistrat qui pourrait devenir un jour juge à la Cour suprême. Donc, il s'agit évidemment de deux procédures distinctes, mais qui, à un moment donné, ils ne sont pas parallèles, mais vont évidemment vérifier avec l'ensemble des faits qui pourraient être reprochés. On ne peut pas mettre au banc de la société, comme ça a été fait depuis plusieurs années avec le mouvement MeToo, comme vous venez de le rappeler, uniquement sur une parole donnée, sur des soupçons ou sur des dires qui ne peuvent pas être confirmés directement par un doute raisonnable. Ceci fait l'objet, évidemment, dans le cas du due process, c'est-à-dire un procès équitable, que ce soit sur le plan judiciaire ou qu'il s'agisse uniquement dans le cas d'une nomination qui doit être confirmée par le Sénat. Alors, le choix d'une procureure spécialisée dans les affaires sexuelles, en l'occurrence Rachel Mitchell, par les Républicains, en quoi est-ce important? Ou pas, d'ailleurs, hein, si vous jugez que ça n'a pas d'importance. Pour ma part, je considère qu'il n'y a pas réellement d'importance par rapport à ce choix. On peut vérifier, et là on part sur le côté politique, de dire qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre démocrate, c'est ce que nous indiquent les Républicains, ou au contraire, qu'il y a tellement de faisceaux d'indices que ces faits se soient passés, qui vont empêcher la nomination de Brett Kavanaugh. Vous n'êtes pas d'accord, hein, Anne Kratz. C'est au contraire important, au regard notamment de ce que disait sans doute Gallagher Fenwick à l'instant. On se souvient des auditions concernant Anita Hill. C'était à l'époque pour le juge Clarence Thomas, lui aussi accusé de harcèlement sexuel à l'époque. En l'occurrence, l'avocate de l'État de l'Arizona qui a interrogé le Dr Ford s'est très bien comportée, à mon avis. Qu'elle ait été embauchée par les Républicains ou par les démocrates. Pourquoi a-t-elle été embauchée? C'est important de le dire quand même. Oui. Elle a été embauchée par les... Ils ont parlé clairement. Oui. Voilà, il n'y a que des républicains, il n'y a que des hommes, mais il n'empêche sur cette commission. Il n'empêche que si on suit... en mémoire 91
et ce parterre d'hommes interrogeant de manière agressive Anita Hill. Il n'empêche que si on à suit... tout prix éviter de reproduire cette scène déplorable. Et donc, ils ont fait usage, entre guillemets, de cette femme avocate qui joue dans une certaine mesure les procureurs, mais qui dans une certaine mesure fait très bien le job. C'est ce que j'allais dire. On peut dire qu'elle a l'air tout à fait, elle a l'air franchement assez impartiale. Elle fait son job. Elle essaye de faire que Madame Ford se trompe. Elle essaye de montrer s'il y a des failles dans son raisonnement. Oui. Elle le fait de façon extrêmement professionnelle et sans aucune animosité. Donc là, je crois qu'il faut lui rendre hommage à elle. Absolument. Mais de toute façon, tout cela se joue sur le plan politique. C'est une affaire politique. Que les démocrates aient choisi d'attendre jusqu'à pratiquement la fin du processus pour révéler la lettre de Madame Ford, c'est de bonne guerre. Rappelons-nous ce qu'ont fait les républicains avec le président Obama comme obstructionnisme quand il a voulu nommer lui. Voilà. Ouais. Donc ils ont fait le choix de Barack Obama à l'époque pour siéger à la Cour suprême qui n'a jamais pu finalement. Donc les démocrates ont gardé ça sous le manteau pendant un petit bout de temps. Que Madame Feinstein ait eu peur au début d'accuser un homme de quelque chose qui s'était passé il y a 36 ans, quand même, il faut le dire, ou bien qu'elle l'ait fait par dessein et qu'elle ait vraiment attendu jusqu'à la fin, véritablement par dessein. De toute façon, comme je le dis, c'est de bonne guerre. Bravo pour les démocrates. En tout cas, les choses ont bien changé parce qu'à l'époque d'Anita Hill, justement, dans un congrès à majorité démocrate, Clarence Thomas avait été confirmé alors qu'il était républicain. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait 98 hommes pour 2 femmes. La composition a changé depuis. Et puis la société a changé, comme vous venez de le dire si justement. Le mouvement MeToo, qui est responsable sans doute de certains excès. Si vous voulez, si ça avait été n'importe quel autre poste d'une importance un peu moindre, on aurait dit il y a 36 ans, il y a prescription. Vous serez d'accord avec moi en tant que juriste, il y a prescription. Là, c'est quand même un des postes les plus importants au niveau de la société américaine. C'est la Cour suprême qui décide, par exemple, qui a fait les décisions sur l'avortement, etc. Les armes à feu, et on ne peut pas à ce moment-là, il faut vraiment quelqu'un qui soit hors de tout soupçon. Oui, on juge le caractère d'une personne, c'est éminemment important dans la culture anglo-saxonne. Et dans ce cas-là, effectivement, on va considérer qu'il n'y a pas de prescription parce que la magistrature suprême, encore une fois, c'est la plus haute juridiction du pays. Donc il faut s'assurer que la personne qu'on y fait entrer est irréprochable. Et c'est aussi ça que sent quand même Donald Trump, qui là a commencé à envisager la possibilité de lâcher Brett Kavanaugh, ce qui ne veut pas dire qu'il lâche l'idée de nominer une personne archi-conservatrice à ce poste. Alors on va l'évoquer justement dans la deuxième partie de ce débat, puisqu'on arrive déjà au terme de la première partie. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Retour au débat de France 24 avec l'audition aujourd'hui même de Christine Blasey Ford, celle qui accuse le candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh de l'avoir agressé sexuellement en 1982. Lui-même doit d'ailleurs s'exprimer et prendre la parole après elle. On en parle avec vous, toujours Anne Désine, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, avec également l'historienne Anne Kratz, toujours avec nous, tout comme Gallagher Fenwick, le directeur de la chaîne anglophone de France 24, mais aussi ancien correspondant à Washington, pour vous qui l'avez vu pendant de nombreuses années nous commenter l'actualité politique vue de là-bas. Et puis en duplex de Lyon, Stéphane Drey, avocat au barreau de Paris et New York, avocat également à la Cour suprême des États-Unis. Le juge Brett Kavanaugh, donc candidat de Donald Trump à la plus haute juridiction du pays, est depuis plusieurs semaines accusé d'agression sexuelle et d'inconduite, non seulement par Christine Blasey Ford, mais également par d'autres femmes, des faits qui remontent pour la plupart à sa période étudiante. Retour sur ce qu'on appelle désormais outre-Atlantique les affaires Kavanaugh avec Florent Rodeau. Sa nomination à la Cour suprême ne devait être qu'une formalité. Le 9 juillet dernier, le juge Kavanaugh est choisi par Donald Trump pour succéder à Anthony Kennedy, parti à la retraite. L'assurance, pense-t-on à l'époque, de faire basculer à droite la plus haute juridiction du pays. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le premier grain de sable s'appelle Christine Blasey Ford. Camarade de classe de Kavanaugh dans les années 80, elle assure avoir été agressée sexuellement. Au moment des faits, elle n'a que 15 ans, 2 de moins que son agresseur présumé. Après ses premières révélations, nouvelle salve d'accusations. Cette fois-ci, c'est Deborah Ramirez qui accuse Brett Kavanaugh de comportements sexuels déplacés pendant leurs années d'université à Yale. Enfin, une troisième femme est sortie de l'ombre. Dans une déclaration sur l'honneur, elle raconte comment Brett Kavanaugh et un groupe de garçons tentaient de faire boire ou de droguer des filles pour abuser d'elles au début des années 80.
Catholique ultra-conservateur et anti-avortement, le magistrat, lui, nie tout en bloc. Quelques heures seulement avant l'audition devant la commission juridique du Sénat, Donald Trump, qui jusqu'à présent a toujours soutenu le juge, commence à infléchir sa position. Y a-t-il une situation, un scénario qui pourrait vous faire retirer la candidature de Brett Kavanaugh? Si je pensais qu'il était coupable, alors oui, bien sûr. Les démocrates, eux, demandent une enquête du FBI. L'audition de ce jeudi et le vote devraient être repoussés le temps que le FBI enquête sur ces allégations très sérieuses et très troublantes. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Dans un peu plus d'un mois se tiennent les élections de mi-mandat. Les démocrates espèrent faire tomber la majorité d'un siège des républicains au Sénat. Il serait alors très difficile pour le président américain de faire basculer la Cour suprême dans le camp conservateur. Anne Désine, Donald Trump peut changer de cheval, si vous me passez l'expression. Oui, mais c'est un choix politique extrêmement coûteux. Parce que compte tenu du calendrier, il ne peut pas le faire. Le Sénat n'a aucune chance. Même s'il nomme quelqu'un dans 2 jours, la procédure ne peut pas avoir lieu avant les élections de novembre. Donc, la personne qui sera nommée, dans la meilleure des hypothèses, serait auditionnée dans les quelques semaines après l'élection, où les sénateurs continuent de siéger, avant que les nouveaux sénateurs n'entrent effectivement au Sénat. Donc il y a une chance, ou pour Trump une malchance non négligeable, qu'il ait perdu l'occasion de faire approuver la nomination du nouveau juge par un Sénat à majorité républicaine. Politiquement, il a intérêt à changer de cheval après ce qu'on a entendu aujourd'hui, Gallagher Fenwick. S'il fait cela, c'est un échec cuisant pour lui, parce que quand même, avant de porter le nom d'une personne pour la magistrature suprême, il y a toute une procédure, comme on dit en anglais, de vetting, où on va vérifier la personne, se renseigner, bien réfléchir, parce que c'est un moment dont on sait qu'il est politiquement très très important, que la personne sera scrutée. Donc ça voudrait dire que Donald Trump, ses équipes n'ont pas fait leur devoir, n'ont pas eu les bonnes informations. Donc c'est une situation totalement toxique, si vous me pardonnez l'expression, pour Donald Trump, encore une fois, parce qu'il y a cette échéance électorale à venir et que s'il faut repartir à zéro, les démocrates vont se sentir renforcés. Ça va être un moment de grande fragilité pour cette Maison-Blanche qui est déjà quand même bien fragilisée par cette affaire et d'autres. Oui, pour continuer, il faut craindre, les républicains craignent que l'électeur républicain soit totalement démobilisé et donc il y ait une faible participation des républicains, ce qui aiderait les démocrates. Absolument. Donald Trump avait jusqu'à présent parlé d'un complot démocrate. Ça a pris, ça, dans une partie de l'opinion publique américaine? C'est ceux qui soutiennent Donald Trump, ils ont certainement cru. Et comme je le disais tout à l'heure, dans un certain sens, c'est un complot démocrate. Mais comme je le disais aussi, c'est de bonne guerre. Je ne suis pas sûre que ça va changer tant que ça le cours des choses. Parce que Trump a des capacités de convaincre son électorat de tout et de n'importe quoi. Si par hasard, il devait se rendre compte, ou on devait lui dire que Kavanaugh ne passera pas, il va pouvoir se poser en personne respectueux des femmes, de la moralité, etc. Ce dont il aurait... et donc, de toute façon, une partie de son électorat le suivra quoi qu'il fasse, et une autre partie de son électorat qui aura été plus ou moins convaincu par le témoignage du Dr. Ford et qui aura tendance à dire oui, ça fait 36 ans, ça fait longtemps, tout le monde a fait ça, parce qu'il faut parler aussi de la culture de ces fraternités. On va en parler, tout à fait. Bon, tout le monde boit, tout le monde... bon. Et donc, je ne suis pas sûre que ça... Ce qui est le plus dangereux pour Trump, c'est plutôt ce qui est le plus dangereux, c'est pour les sénateurs républicains dont le siège est à renouveler. Oui. Alors eux, il faut qu'ils sachent exactement de quel côté leur soutien vont aller. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, s'il n'y a plus la majorité au Sénat, elle est très très minime puisqu'elle n'est que d'une personne. Alors là, on est devant quelque chose de tout à fait nouveau. C'est ce que les démocrates espèrent, évidemment. Stéphane Drahi, si Donald Trump lâchait son candidat, ce serait une situation inédite? Oui, dans le sens où il y aurait quand même un revers sur le plan politique. Il faut rappeler également, puisque j'avais fait une première émission il y a déjà quelques mois, où tout peut changer et on verra en fonction des auditions. Rappelons-nous que les premiers actes du président Trump concernant le bannissement de certaines personnes étrangères sur le sol américain avaient été cassés par les juges sur la Cour fédérale et avaient été admis par la Cour suprême. Ce que je veux dire par là,
c'est que en fonction des auditions, il peut y avoir un renversement du moment où aujourd'hui on peut considérer que Brett Kavanaugh n'est pas la bonne personne, mais on peut très bien avoir une déstabilisation également des plaignantes pour remettre en cause partiellement ou totalement leur crédibilité concernant les accusations qu'elles ont pu proférer à l'égard de Brett Kavanaugh. C'est ce qu'on avait vu, toute proportion gardée, avec Dominique Strauss-Kahn, où la crédibilité de l'accusatrice s'était vue mise en difficulté. Absolument. Et par ailleurs, on peut considérer qu'on est directement coupable dès lors qu'on profère une accusation, ce qui n'est évidemment pas la réalité. Mais même dans le cadre de la commission du Sénat, vous avez parfaitement raison, il ne s'agit en aucun cas d'une instance sur le plan judiciaire ni pénal. On peut évidemment indiquer que l'accusatrice aurait pu également se manifester parce que Brett Kavanaugh avait déjà de très hautes responsabilités. Il était juge fédéral dans le circuit de Columbia et ce depuis fort longtemps. Et donc, on pouvait également considérer que ces accusations étaient réellement de manière extrêmement opportuniste. Oui, elle l'a évoqué, semble-t-il, devant un conseiller matrimonial en 2012. Voilà, c'était son témoignage. Dans le cadre de son intimité avec des amis ou avec ses proches, son mari notamment, quand il a fallu faire refaire la maison et qu'elle a exigé qu'il y ait une deuxième porte afin qu'elle se sente plus en sécurité. Personne ne comprenait cette obsession. Et là, elle a raconté assez. Mais elle ne l'a pas fait publiquement. Alors, que pense Gallagher Fenwick, l'électorat conservateur, de ces frasques au minimum prêtées à Brett Kavanaugh? Alors c'est difficile de parler pour cet ensemble, cet électorat comme si c'était un monolithe. Je pense qu'il est troublé. Je pense que sur le papier, Brett Kavanaugh avait vraiment tout pour plaire. Donald Trump l'a décrit comme un juriste génie, ce qui dans une certaine mesure est vrai. C'est un grand juriste. Il a des valeurs très conservatrices, père de famille, catholique, etc. Cet électorat est peut-être effectivement troublé dans une certaine mesure par les révélations de cette femme ou pas. Il faut savoir que Brett Kavanaugh va s'exprimer, il va répondre aux accusations, il va devoir livrer sa version ou sa vérité en tous les cas. Oui, mais en tout cas sur le contexte, ça révèle quand même une culture du bizutage, comme on dit en français, chez les fraternités qui voilà. Oui, puis l'alcoolisme, manifestement, quand même, sa fraternité, d'après ce que j'ai cru comprendre, était particulièrement bruyante et alcoolisée. Mais là, il va s'exprimer. Donc là, il y a bien, on ne viole pas la présomption d'innocence, il va répondre. Mais il a un dilemme terrible, parce que le président Trump lui a reproché, lors de l'interview à Fox News, de ne pas être assez agressif. Et c'est vrai qu'il a voulu prendre la parole de façon à ce qu'il n'y ait pas simplement, qu'il n'y ait pas le silence confronté à toutes les accusations des trois femmes. Mais s'il est trop agressif, ça va se retourner contre lui. Et moi, ce qui me frappe, c'est que jusqu'ici, il n'y a aucun détail. Et donc, comment peut-il répondre, à part s'il dit « Ah ben, je ne me rappelle pas, mais non, », alors que cette femme a donné beaucoup de détails et qu'elle nous a dit qu'elle était sûre à 100% que c'était bien Brett Kavanaugh qui l'avait agressé. Donc, il est dans une situation où c'est très, très difficile de convaincre. On découvre quand même à cette occasion, comme vous l'évoquiez, ces fraternités, donc cette culture un peu obscure, propre à ces très grandes écoles ou grandes universités aux États-Unis. On se souvient aussi du cas d'Eton avec David Cameron en Grande-Bretagne, qui avait fait face non pas évidemment aux mêmes accusations, mais en tout cas dont on avait parlé des dérives avec Boris Johnson notamment, et puis son chancelier de l'échiquier lorsqu'il était lui-même étudiant. Oui. Et je pense que ça va être une partie de la défense de Kavanaugh. Il va dire... On était tous dans cette mode de binge drinking, c'est-à-dire de boire jusqu'à vraiment en tomber malade, etc. Et c'était accepté par tous. Et toutes les personnes de sa génération qui ont été dans ces grandes écoles, et d'ailleurs dans des écoles moins importantes, ont fait la même chose. Et donc, ces souvenirs-là sont tellement mélangés, sont tellement communs à tout le monde que ça ne peut pas constituer une preuve. Et après tout, un problème de cohérence de la part de personnalités qui ensuite, dans leur activité, disons, proto-politiques, font acte de conservatisme, voire d'ultra-conservatisme. Il n'y a pas une forme d'hypocrisie aux yeux d'une partie du public. Ça serait un grand débat. L'hypocrisie est consubstantielle à la culture américaine ou à la culture anglo-saxonne. Mais si vous voulez, il y a par certains côtés, cette façon de faire des fraternités est totalement acceptée aux États-Unis.
C'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, comme le bizutage en France avait cours dans les écoles de médecine et ailleurs. C'est en train de changer avec le mouvement MeToo, bien entendu, et fort heureusement. Mais on ne peut pas dire que c'était quelque chose contre quoi une personne quelconque se serait révoltée. Pas du tout. C'est vraiment... Oui, à défaut d'avoir entendu Kavanaugh, puisqu'il n'a pas encore parlé, j'ai lu sa déclaration liminaire. Et dans sa déclaration liminaire, effectivement, il dit « Oui, on buvait beaucoup, je ne suis pas fier de moi », mais ça n'a rien à voir avec les accusations d'agression sexuelle. Donc ça va être ça, sa défense. Mais c'est un petit peu léger. C'est sa parole contre celle du Dr. Ford. Oui, c'est une manière de décrire les événements. Elle décrit cela comme étant une agression. Lui va probablement utiliser des termes comme chahutage ou voilà. Et après, sur la trajectoire que vous décriviez et en soupçonnant certaines de ces personnes d'hypocrisie, il y a souvent ces parcours-là où justement ces personnes font acte de contrition, de rédemption dans une certaine mesure au sens politique, religieux, en disant effectivement j'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui je suis différent et je suis prêt à exercer les fonctions auxquelles je suis appelé. C'est vrai que c'est quand même assez courant. Oui, mais là, lorsqu'il s'est exprimé... Ça a même servi un président, en l'occurrence George W. Bush, un newborn Christian. Voilà, mais là, sur Fox News, il s'est décrit comme un enfant de cœur. Hein. Il allait à l'église, il s'occupait, il faisait du bénévolat, il était très sportif. Et là, tout d'un coup, on a oublié la boisson. Et il a été tellement caricatural dans sa défense que certains de ses petits camarades de Yale ont tiqué en disant « Attends, c'est pas l'image que l'on a de lui. Il buvait beaucoup, il était à moitié ivre-mort. » Et il faut se rappeler qu'il jure de dire la vérité, toute la vérité. Et donc, on est potentiellement dans du parjure aussi. Tout à fait. Donc là, c'est quand même gênant d'être dans du parjure alors qu'on veut être juge à la Cour suprême des États-Unis. Absolument. Stéphane Drey, il y a une immunité une fois qu'on est juge à la Cour suprême si on est rattrapé par des affaires, voire par un mensonge. Impeachment. L'impeachment, mais qui est directement une procédure extrêmement complexe et particulière, donc la destitution. Ce que je voulais quand même indiquer, c'est que il y a de toutes les façons, dès aujourd'hui, véritablement un obstacle, non seulement à la nomination, mais également après à la possibilité que M. Brett Kavanaugh puisse exercer dans des fonctions éventuelles en tant que membre à la Cour suprême, puisque celui-ci a considéré qu'il était extrêmement conservateur. Vous vous rendrez compte que, évidemment, il ne pourra pas exercer avec une plénitude de ses pouvoirs lorsqu'il est face à de telles accusations, parce qu'il faut, à mon avis, un peu développer ce débat et vérifier que aujourd'hui, ce dont on parle, c'est la Cour suprême des États-Unis. Contrairement à la France, qui n'a qu'une cour de cassation, il s'agit véritablement d'un pouvoir. Donc la Cour suprême, elle est là pour vérifier si oui ou non il y a toujours le droit à l'avortement, pour vérifier si, ce qui n'est pas le cas actuellement, on a la possibilité d'abolir ou non la peine de mort, ce qui n'est pas le cas puisque plusieurs États, évidemment, exécutent encore et à ce jour, et pour avoir des grands problèmes de société. Donc avec de telles accusations, lorsqu'on est ultra-réactionnaire, évidemment, même si cette nomination est confirmée, ce que je ne pense pas, eh bien, il y aura réellement des obstacles à Brett Kavanaugh afin d'exercer pleinement et sereinement ses fonctions. Ce que vous ne pensez pas, hein, donc vous ne pensez pas que Brett Kavanaugh pourra arriver à siéger un jour à la Cour suprême. C'est ce que vous avez dit. Hein. Je pense que politiquement, évidemment, ça va être sujet à caution vis-à-vis de la décision du seul et unique, c'est-à-dire du président des États-Unis, Donald Trump, qui pourrait faire marche arrière, même si d'un point de vue politique, celui-ci, évidemment, aura quelques séquelles sur le plan politique par rapport à sa décision de renoncement de la nomination de Brett Kavanaugh. La Cour suprême, elle désigne, je rappelle que vous avez écrit un ouvrage à un sujet aux éditions Dalloz. Oui. On peut d'ores et déjà savoir quel sera le vote de Brett Kavanaugh si un jour il était appelé à y siéger. On se souvient que Gorsuch, le candidat de Donald Trump, très décrié, avait néanmoins été salué, même par des démocrates qui considéraient que c'était quelqu'un de compétent et d'apte. Est-ce qu'on est forcément marqué politiquement et c'était forcément un combat politique, l'entrée à la Cour suprême ? Alors, c'est vrai que Gorsuch, ça s'est passé relativement bien. Bon, les républicains ont dû quand même supprimer le blocage, le filibuster, mais quelques démocrates avaient voté pour lui parce qu'ils étaient élus dans des États rouges, donc des États pro-Trump. Ici, ce qui est intéressant, c'est s'il était finalement approuvé, et si on pense au précédent de Clarence Thomas qui est arrivé, siège encore, qui est arrivé avec un vote très très mauvais de mémoire, genre 52-48. Il a été accueilli par les autres juges et c'est un juge à part entière.
Mais là, la situation est un peu différente. Le Chief Justice, donc le président de la Cour, est extrêmement inquiet. Parce que ce qui se passe, c'est mauvais. C'est très mauvais pour la crédibilité de la Cour, la réputation de la Cour, la légitimité de la Cour. Et donc, mon avis, c'est que s'il avait été nommé, je pense qu'il ne va pas être nommé, mais le Chief Justice, le président, serait devenu le juge pivot. Et je pense que s'il est nommé, le chief... John Roberts, nommé par George W. Bush. Voilà. Hein. Oui, donc. Mais lui, donc un conservateur, mais lui qui a compris que la légitimité de la Cour, c'était quand même plus important que gagner des petites batailles partisanes et s'attirer la colère de la moitié et plus de la moitié de la population. Il y a donc une forme d'indépendance d'esprit quand même de la part de ces juges. On ne peut pas à l'avance savoir quel va être leur vote sur chacune des chacun des grands sujets de société. Votre question, elle est révélatrice, voilà. parce qu'on est dans un moment d'hyperpolarisation de la société américaine où la seule grille de lecture, c'est ultra-conservateur ou modéré ou gaucho, entre guillemets, alors qu'on parle quand même de juges qui sont censés être impartiaux et qui tranchent sur des questions, je veux dire, aussi cruciales que le droit à l'avortement, la régulation des armes à feu, l'immigration, la sécurité sociale. Au regard de la Constitution, au regard de la Constitution et de l'intention des pères fondateurs. Et de leur interprétation de la Constitution et de ces éventuelles évolutions en fonction des temps dans lesquels on vit, etc. Donc demander est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont de droite, oui, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Kavanaugh est plutôt conservateur, il y en a d'autres qui sont plutôt à gauche, mais je veux dire, faut quand même se dire que cette institution est censée être au-dessus de la politique, et quand on la politise, on la fragilise. Oui, mais il faut bien dire une chose au sujet de la Cour suprême. Elle a toujours suivi l'évolution de la société. Voilà. Elle ne pouvait pas faire autrement. Donc, qu'ils aient été extrêmement à gauche ou extrêmement à gauche, ça n'existe pas extrêmement à gauche dans la Cour suprême américaine. Qu'ils étaient très à droite ou un peu moins, quand la société a voulu l'avortement, la Cour suprême l'a voté. Et d'ailleurs, que Kavanaugh soit à la Cour suprême ou pas, si la société américaine voulait se débarrasser de l'avortement, ça serait certainement voté par ce que je ne crois pas un instant. Bien Donc pour vous, il n'y aura pas de remise en cause du droit à l'avortement, quand bien même Brett Kavanaugh serait appelé demain à siéger à la Cour suprême. Il y aura une révolution dans le pays si c'était le cas. Oui, et de toute façon, je pense qu'il ne sera pas nommé. Parce que il faut un seul sénateur républicain qui ne vote pas pour lui, et il y a déjà 2 femmes parmi celles-là. Mais après, vous avez quand même le vote de Mike Pence, si c'est à 50-50 sur le Sénat. Oui, non, mais ça ne sera pas 50-50. Ça se discute il n'est pas sûr que pour un vote pour la Cour suprême, il puisse utiliser son tie vote. Mais donc, 2 choses sur la Cour suprême. Bien sûr, c'est une institution juridictionnelle. Mais elle travaille sur un texte, puisqu'elle est Cour de cassation, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, sur un texte qui est extrêmement vague et qui date de 1787. Et c'est là que l'idéologie vient. C'est-à-dire, comme c'est une procédure extrêmement flexible, est-ce qu'on accepte le pourvoi? Est-ce qu'on accepte que le requérant a un intérêt pour agir? Et c'est à chaque fois dans ces choses-là que se niche la petite dose d'idéologie qui va permettre au juge de faire basculer le droit du côté qui lui importe. Ça veut dire, donc, Stéphane Drahi, si vous êtes toujours avec nous, bien sûr, que demain, on pourrait envisager effectivement aux États-Unis, si la Cour suprême basculait peut-être encore davantage à droite en cas de nouveau départ d'un juge, eh bien une remise en cause, cette fois définitive, du droit à l'avortement, de la même manière que si elle penchait de l'autre côté, eh bien demain, un strict encadrement du port d'armes. Ça, c'est envisageable ? Ça, c'est de l'hypothèse. Je ne pense pas, parce que la Cour suprême elle-même est avant tout un organe juridictionnel, et évidemment, elle va dans le sens de l'évolution de la société. Mais de remettre en cause le droit acquis concernant l'avortement, le port d'armes ou la peine de mort, qui est encore actuellement, malheureusement, aux États-Unis, dans plusieurs États, la Cour suprême va le vérifier en fonction du sens et du mouvement de la population. Ce n'est pas en raison de l'élection de Donald Trump, conservateur, que la Cour suprême pourrait remettre en question ses droits fondamentaux. Pour ma part, c'est parfaitement exclu. Vous dites qu'on a une instance qui est perméable aux pressions de la société ? Évidemment. Elle n'est pas complètement fermée, mais je pense qu'elle va avant tout rester gardienne des principes fondamentaux, des libertés individuelles
Et je le rappelle, puisque ça a été indiqué, la Cour suprême absolument garantit la séparation des pouvoirs, mais a la possibilité par tout justiciable, dans le cadre d'un recours juridictionnel. En France, ça a été voté sur la question prioritaire constitutionnelle il y a quelques années seulement. Aux États-Unis, c'est la possibilité de considérer qu'une loi est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne respecte pas l'interprétation, l'esprit ou la loi de la Constitution des États-Unis. Donc, il y a une avancée et une possibilité démocratique que nous avons retrouvée en France uniquement partiellement que depuis quelques années. Anne Désine. Oui, sur l'avortement et sur toutes les questions, il faut bien être conscient qu'il n'y a pas un choix entre le précédent demeure et revirement de jurisprudence. Il y a ce que fait la Cour depuis des années, c'est-à-dire qu'elle grignote les précédents. Et les droits à l'avortement, c'est plus du tout tel qu'il avait été défini en 1973. Il y a eu beaucoup de précédents. Et en particulier, un renversement de la charge de la preuve. C'est maintenant à la femme d'expliquer que la législation prise par un État républicain constitue un fardeau trop lourd pour elle et donc de demander que la loi soit déclarée inconstitutionnelle. Donc en fait, là encore, on voit bien le flou. Et la difficulté de voir où va aller la Cour suprême. Oui. Merci beaucoup, Anne Désine. Merci à Anne Kratz également, à Gallagher Fenwick et à Stéphane Drahi qui était avec nous en direct de Lyon. Voilà, c'est la fin de ce débat, mais on continue d'en parler.